Bienvenue à tous. Selon les derniers chiffres du HCP, les chiffres relevant de l'année 2016, eh bien, 3 régions marocaines ont créé plus de la moitié du PIB national ou de la richesse nationale. Il s'agit de l'indétrônable Casablanca Setat avec 32%, Rabat Salé Kenitra avec 16% et Tanger Tétouan Al Hoceima avec 10% de la richesse nationale. Lecture de ces chiffres en compagnie de mon invité aujourd'hui, Mohamed Karim. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation, madame. Alors, je rappelle que vous êtes professeur d'économie de l'enseignement supérieur à l'université Mohamed V à Rabat. Professeur, pourquoi la donne ne change pas? Pourquoi il reste toujours, en tout cas il y avait 2 régions prédominantes et là la 3e région s'ajoute, celle de Tanger, Tétouan Al Hoceima. Pourquoi cette donne ne change pas finalement? Oui, effectivement, très bonne question. Alors, de la lecture des chiffres qui sont produits récemment par le HCP et aussi par d'autres chiffres que j'ai vus quelque part au niveau de la présidence, la lecture fait ressortir globalement deux clubs de région. Le premier club de région, comme vous l'avez cité, c'est composé de la région de Casablanca-Stat, principalement, Tanger-Tétouan Al Hoceima et Rabat Salé Kenitra. Et puis, je vais rajouter les 3 régions du sud aussi. Les 6 régions ont un PIB par tête qui dépasse la moyenne nationale. Pour les 6 autres régions, on va revenir sur ça, ils dégagent un PIB par tête qui est inférieur à la moyenne nationale. La moyenne nationale du PIB par tête, c'est 29 000 dirhams. Donc, pour la donne qui ne change pas, alors il faut retourner aux sources de croissance, ce qu'on appelle les moteurs de croissance. Il y a déjà les dotations en facteurs travail et capital qui changent d'une région à une autre, des régions qui sont plus dotées que d'autres qui sont moins dotées. Et il n'y a pas que cela. Il y a ce qu'on appelle en littérature économique les productivités totales des facteurs, c'est-à-dire les améliorations des institutions, du capital institutionnel, du capital humain, éducation et santé et du capital social. Ce sont des améliorations qui rajoutent un peu plus pour cette croissance économique ou le PIB par tête. Or, au Maroc, au niveau national, il y a une faiblesse de ce capital institutionnel, social et humain. Donc, je retiens le capital physique, c'est-à-dire l'investissement qui s'accumule et s'accumule devient un capital physique. Et c'est ça l'origine au Maroc du différentiel qu'il y a dans le PIB par tête. Est-ce que finalement cet investissement ne crée pas assez de valeur ajoutée pour que ce PIB par tête puisse progresser dans toutes les régions finalement? Exactement. Les régions marocaines sont effectivement dotées d'inégales répartition de l'investissement, qu'il soit public ou privé. Si je prends par exemple un tableau devant mes yeux, si je prends la région qui s'accapare de 58,2% du PIB, les 3 régions, c'est-à-dire Casablanca et la région Si on prend 58%, ça va faire les deux, c'est-à-dire les trois, ça voilà. va faire 582 milliards de dirhams sur un total de PIB en volume de 999 milliards de dirhams. Donc ce sont les 60% que vous avez cités. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qui explique ça? C'est l'investissement investi dans la région. Alors le chiffre, c'est un taux d'investissement par rapport à l'investissement total des établissements publics de 70%. C'est-à-dire que les 3 régions bénéficient de 70% d'investissement, et ce qui fait qu'ils ont une production totale de 58%, et puis, c'est-à-dire un PIB par tête qui dépasse. Donc, dans les 3 régions qui constituent, soi-disant, le premier club leader, la croissance économique est tirée par l'investissement et l'accumulation de capital. Physique, je dis. Alors, je prends les 3 autres régions du Sud. Ils ont un PIB par tête qui dépasse la moyenne nationale, mais ce n'est pas tiré par l'investissement. Le Sud, c'est-à-dire constitué de Dakhla ou Dheb, l'Ayoun, Saqi al-Hamra, et la 3e région, c'est Gulmim et Nord. Alors, les 3 régions, ils ont un PIB par tête qui dépasse la moyenne. Déjà, Dakhla ou Dheb, il a 74 000. Il est le double du PIB national par tête. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de consommation. Donc la croissance au niveau des régions du Sud, elle n'est pas tirée par l'investissement et le capital, elle est tirée par la consommation. Bien évidemment, la consommation, c'est dire les subventions derrière. Alors, les 6 régions qui constituent le premier club pour moi, qui va converger, si jamais le Sud arrive à investir plus, si on arrive à réorienter l'investissement public vers le Sud, il y aurait une convergence régionale pour les 6 régions. Ce qui fait mal au cœur, c'est pour les autres régions
régions, les 6 régions qui restent, il y a une contribution dans le PIB par tête qui est très faible, parfois même négative. Si je prends par exemple la contribution de la région de Bni Mellal Khnifra, il a fait une production de moins 2,2 en 2016 par rapport à 2015. Même chose pour l'oriental et Marrakech et Safi. Alors, vous évoquez ces régions-là qui, en tout cas, apportent peu à cette richesse nationale. Est-ce qu'il n'y a pas ce concept de solidarité interrégionale, professeur? Alors, solidarité interrégionale en termes de quoi? C'est-à-dire en termes de péréquation financière déjà. Il faut que ces régions soient dotées des moyens financiers, des budgets, des épargnes pour pouvoir transformer ça en investissement au niveau des régions. Il y a cette donne qui est côté péréquation à travers le fonds de solidarité interrégionale qui sera doté d'ici 2021 de l'équivalent de 10 milliards de dirhams. C'est l'équivalent de 5% d'IS et d'IR et puis de 20% de la taxe sur les assurances. Mais ça commence, on vient de commencer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un historique. Et il y a aussi le marché. N'oubliez pas que lorsqu'un investisseur qui vient, par exemple, du Japon, il pose 2 questions. Première question, quelles sont les compétences que vous avez dans la région? S'il n'a pas assez de compétences et d'experts, d'informaticiens, de médecins, etc., il ne va pas investir. Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas de distorsion en termes de fiscalité? Donc, l'investisseur, c'est le marché. Lui, il investit en fonction de la rentabilité de son projet. Lui, il ne voit pas l'intérêt économique général du pays. Il ne voit que la rentabilité très courte. Donc, généralement, il vient à ces 3 régions qui s'accaparent les 60%, là où il y a plus de capital humain relativement, là où il y a plus d'investissement, là où il y a plus de paradis fiscaux, soi-disant. Alors, il y a cette question, justement, que vous évoquiez de la fiscalité disparate que nous n'avons pas au Maroc, à part, bien sûr, pour les exemples de zones franches qui offrent des incitations fiscales aux investisseurs. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un modèle marocain peut-être calqué sur un modèle anglo-saxon, américain ou canadien, où on a des régions, des États par exemple pour les États-Unis, mais des régions qui ont une fiscalité beaucoup plus attractive pour les investisseurs? Effectivement, il y a ce côté de la fiscalité qui doit être incitative, surtout pour les régions défavorisées. Et il y a aussi, comme Sa Majesté l'a souligné dans sa lettre d'orientation adressée au gouvernement, sur la création, l'amélioration des centres régionaux d'investissement avec un guichet unifié d'investissement unifié. Il y a aussi la chose dont on ne parle pas aujourd'hui, c'est le côté charte de déconcentration, mais aussi la mise en place de la loi organique des régions. Parce que dans la loi organique des régions, il faut restructurer le conseil régional dans le sens de créer des pôles, et chaque pôle va gérer un programme, et le programme, il va poursuivre des objectifs avec des indicateurs de résultats. Donc les deux doivent aller de parallèle. La charte de déconcentration qui va déterminer les attributions et les compétences des services déconcentrés et qui doit correspondre à des programmes gérés au niveau des régions. Les deux doivent aller de pair, et aussi au niveau national, il faut restructurer toute l'administration, comme l'a fait la France dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. C'est dire qu'effectivement, on a d'abord besoin d'un modèle de développement avec ses caractéristiques, de le décliner au niveau national et au niveau régional et au niveau provincial. Comme ça, on va travailler sur les centres régionaux d'investissement, la charte d'investissement, un rôle accru aussi de la Cour régionale des comptes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des budgets qui sont dépensés et sont dépensés sur papier, mais sur terrain, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le président d'un conseil régional, peut-être, lui, il a financé les activités du parti politique auquel il appartient, et à l'approche des élections, il a acheté la caution pour devenir conseiller au président, et donc il doit récupérer, il guette à récupérer ce qu'il a dépensé. Donc l'argent n'est pas dépensé, ce qu'on appelle les inputs, qui doivent être transformés en des productions qui vont donner des résultats. On doit aujourd'hui aller vers les résultats, que ce soit pour les ministères et services déconcentrés, que ce soit pour les conseils régionaux. Mais aujourd'hui, cette approche, cette nouvelle action, cette nouvelle gestion publique au niveau des régions, elle est absente. Merci beaucoup, professeur Mohamed Karim, pour l'ensemble de vos éclairages. Avec grand plaisir, madame. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information, bien sûr, se poursuit sur votre chaîne Médien TV, Médien TV Africa.